Louise de Caroal était la maîtresse la plus détestée du roi Charles II, et il cachait un sombre secret derrière les portes de la chambre. Vers la fin de sa vie, Charles commençait à perdre ses moyens et était incapable de satisfaire sa belle Française. Pire encore, Louise le repayait avec une trahison déchirante. Le roi Charles II d'Angleterre était un séducteur en série, avec une ribambelle de maîtresses, mais quelque chose chez sa favorite, Louise de Caroal, la distinguait. Et ce quelque chose était l'ampleur de la haine qu'elle inspirait. Louise était née en 1649 en France. Dans l'ordre hiérarchique de la noblesse, ses parents occupaient un rang plutôt bas, et ils avaient adopté le nom de Carole, d'une ancêtre héritière, pour se donner plus d'importance. Cependant, ils avaient une fille magnifique et des projets ambitieux. Louise était légendaire au XVIIe siècle pour sa beauté d'une naïveté particulière, et ses nombreux admirateurs ne se lassaient pas de son apparence de bonne fille et de son visage poupin. Elle avait peut-être des yeux innocents, mais sous sa façade sereine, Louise était d'une intelligence redoutable. C'était une femme qui savait exactement comment obtenir ce qu'elle voulait. Le plan de ses parents était simple. Ils placèrent Louise au service d'Henrietta Stuart, la belle-sœur du roi Louis XIV. Ils voulaient qu'elle attire l'attention du roi et devienne une maîtresse royale. De toute évidence, ils n'avaient aucun scrupule quant à la manière dont leur fille accéderait à la richesse, du moment qu'elle y parvenait. Mais un rebondissement était à l'horizon. Le roi Louis ne cherchait pas une nouvelle conquête. Il était trop occupé par ses négociations avec le roi Charles II d'Angleterre et repoussa ses avances. Comme il se trouve, le roi espérait qu'Henrietta, la nouvelle patronne de Louise, pourrait l'aider avec son problème anglais. Après tout, le roi Charles était justement son frère. Quand Louise accompagna Henrietta en Angleterre pour négocier un traité, elle s'assura d'être du voyage. Dès l'instant où le roi Charles posa les yeux sur Louise, il ne put l'oublier, ni la chasser de son lit. Charles était un véritable coureur de jupons, et en sautant dans son lit, Louise plongeait aussi dans un nid de vipères. Deux de ses autres maîtresses étaient Barbara Palmer et Nell Gwyn. Palmer, en particulier, était connue comme la reine sans couronne pour son influence, et elle ne voyait pas d'un bon œil une nouvelle venue se frayer un chemin. Quand Louise fit irruption sur la scène, Barbara Palmer était en sérieux conflit avec la véritable reine de Charles, Catherine de Bragance. Catherine détestait absolument Barbara, qui n'avait rien fait pour se rendre aimable. Louise, elle, savait exactement quoi faire. Elle se rapprocha de Catherine avec des flatteries, devenant rapidement la favorite de la reine. La cour anglaise pouvait être un peu guindée, mais l'émotionnelle et intime Louise de Caroal était une bouffée d'air frais à la française. Même lorsque ses vents soufflaient chauds et froids, elle devint vite célèbre pour ses sautes d'humeur, oscillant entre une joie divine et des tempêtes sombres. En 1672, la nature suivit son cours, et Louise se retrouva enceinte, donnant naissance, peu après, à un garçon plein de vie. Elle nomma l'enfant Charles, pour s'assurer que le roi n'oublierait pas son fils illégitime. Fait intéressant, Charles avait de nombreuses maîtresses et, par conséquent, une ribambelle d'enfants illégitimes tout au long de son règne décadent. Mais il n'eut jamais d'héritier avec sa véritable reine, Catherine. 1 an après la naissance du petit Charles, Louise obtint le titre de duchesse de Portsmouth, ainsi qu'une pension et une suite meublée de 24 pièces dans le palais de Whitehall, bien plus riche et grandiose que les appartements de la reine. Le roi payait toutes ses maîtresses une certaine allocation sur sa propre bourse, mais les sommes allouées à Louise étaient astronomiques. Une année, il lui versa la somme colossale de 136 668 livres, une fortune bien au-delà de ce qu'il donnait à ses autres maîtresses, y compris la reine sans couronne, Barbara Palmer. Charles avait un surnom peu romantique pour Louise, Phoebs. Faisant référence à son célèbre visage poupin, le mot signifiait
potelé. À l'époque, les femmes bien nourries et rondes symbolisèrent la richesse, la beauté et la prospérité. Et ce look voluptueux était le summum de la mode. Apparemment, Charles aimait tellement son petit surnom qu'il ne pouvait le garder pour la chambre. En 1682, il construisit un yacht royal pour Louise et le baptisa du glorieux nom de H.M. Fobbs. Palmer n'était pas la seule femme évincée des faveurs du roi lorsque Louise fit son entrée à la cour. Nell Gwyn, l'une des actrices les plus célèbres et notoires de son époque, perdit également l'attention de Charles à cause de sa nouvelle favorite. Même la décontractée Nell était agacée à l'idée de cette intrigante Française, et elle riposta bientôt avec méchanceté. Gwyn trouva un moyen inventif d'exprimer ses sentiments à l'égard de sa rivale. En tant que comédienne, elle connaissait une chose ou deux sur les bons dialogues, et elle trouva des surnoms bien sentis pour Louise. Elle la surnomma avec mépris Squintabella et Saul pleureur, en référence à ses épisodes émotionnels sporadiques. En raison de la méfiance générale entre l'Angleterre et la France au XVIIe siècle, le peuple n'adopta jamais Louise. Il méprisait sa foi catholique, et d'autres rumeurs sombres n'arrangèrent rien. En revanche, la plupart du public adorait la petite Nell Gwyn, issue d'un milieu modeste. Le respect de Louise pour la reine Catherine de Brabant n'allait que jusqu'à un certain point. En 1675, la reine, déjà malade, tomba gravement malade, et les médecins pensaient qu'elle ne survivrait pas longtemps. Cela suffit pour que la jeune maîtresse se mette à espérer, et Louise commença bientôt à imaginer sa propre couronne sur le corps sans vie de son amie. Malheureusement pour Louise, Catherine survivrait à Charles et resterait sa reine jusqu'à sa mort. Au milieu des années 1670, Louise devait penser qu'elle avait tout gagné. Le roi avait largement délaissé Barbara Palmer et Nell Gwyn comme maîtresses, ce qui lui permettait de régner sur le poulailler royal avec très peu de jalousie de la part de la reine Catherine. Mais elle allait avoir une mauvaise surprise. La règle d'or des autres femmes est de ne pas trop s'installer, et bientôt tout s'effondra. Entre en scène Hortense Mancini, une belle duchesse italienne. Quand Charles et Hortense étaient jeunes, le roi avait eu le coup de foudre et lui avait même proposé le mariage. Étonnamment, la famille arrogante d'Hortense ne pensait pas qu'un roi était assez bien et le refusa. Mais maintenant qu'une Française était la maîtresse principale de l'Angleterre, Hortense avait d'autres idées. Mancini ouvrit grand les portes du palais avec son énergie de nouvelle venue et prit le contrôle de la cour comme Louise l'avait fait autrefois. Bien sûr, les ambassadeurs anglais soutenaient tous quelqu'un pour remplacer Louise dans le cœur du roi. Mais la réaction de Charles fut la plus cruelle. Il abandonna presque immédiatement Louise pour se consacrer à Hortense. Mais Louise eut le dernier mot. Bien qu'elle fût une femme à couper le souffle, Hortense Mancini se révéla un peu trop pour Charles. Elle avait un appétit pour le scandale, et après une ou deux liaisons extra-conjugales supplémentaires, Charles dut finalement la couper. Une fois de plus, la manière astucieuse de Louise de rester hors des ennuis l'emporta. Mais cela ne signifie pas qu'elle n'avait pas ses propres scandales. Louise de Caroual avait un goût excellent, et le roi l'appréciait beaucoup pour cela. Il décora ses appartements dans le dernier style français, et Charles y recevait souvent des invités importants pour cette raison. Louise aimait la grande vie, et dépensait généreusement pour ses vêtements toujours élégants et ses bijoux. Malheureusement, cela causerait sa chute. Les ennemis de Louise à la cour allaient bien au-delà des maîtresses de Charles. Son plus grand rival était en réalité le célèbre libertin et poète médiocre John Wilmot, comte de Rochester. Dans un poème satirique cinglant, Rochester s'en prit à l'influence scandaleuse de Louise. Louise avait l'air douce, mais elle n'oubliait jamais une offense, et bientôt, elle prit sa revanche. Rochester n'avait jamais été très sage, et Charles avait toléré ses frasques d'ivrogne pendant des années, y compris
une fois où Rochester détruisit l'un de ses cadrans solaires, ce qui était une insulte énorme à l'époque. Mais le coup fatal vint de Louise elle-même. Selon les rapports, dès que Louise fit part à Charles de sa mauvaise opinion, le roi renvoya Rochester. Les annales anglaises sont remplies de conspirations, mais en 1678, Louise se retrouva au centre de l'un des complots les plus infâmes de l'histoire. Cette année-là, le prêtre anglais Titus Oates informa le roi Charles que des forces catholiques prévoyaient de l'assassiner. Soudain, les soupçons se portèrent sur la catholique Louise. Lorsque la fumée se dissipa sur ce prétendu complot papiste, au moins 22 personnes avaient perdu la vie. Miraculeusement, Louise se sauva elle-même. Sa gentillesse envers la reine Catherine porta ses fruits, et la reine fut l'une de ses alliées les plus fidèles, tout au long des accusations. Outre le titre de duchesse de Portsmouth, Carol obtint également les titres de baronne Petersfield et comtesse de Ferrum. La cour française lui offrit également plusieurs cadeaux et lui décerna le titre de duchesse d'Aubigny à la demande de Charles. Le 6 février 1685, le roi Charles II mourut à l'âge de 54 ans. Ce jour fut tragique pour Louise à plus d'un titre. Non seulement on lui interdit l'accès à sa chambre alors qu'il était sur son lit de mort, mais elle s'inquiétait également de sa position vulnérable à la cour. Néanmoins, Charles tenta de la protéger jusqu'à son dernier souffle. Sur son lit de mort, il demanda à sa famille de bien s'occuper d'elle. Malheureusement, cela ne se produisit pas. Bien que la famille de Charles ait promis de protéger Louise, elle connut une fin déchirante. Il était clair qu'elle n'était pas la bienvenue en Angleterre, alors elle partit pour la France et passa ses derniers jours seule et criblée de dettes. Elle n'avait jamais assez économisé pour rester à flot une fois que l'argent cessa d'arriver. Et elle n'avait pas non plus appris à vivre selon ses moyens. En novembre 1734, Louise de Caroal mourut à l'âge respectable de 85 ans, ayant survécu à la plupart des hommes importants de sa vie pendant plusieurs décennies. Elle avait tout vu, le summum de l'extravagance et les bas-fonds de la misère. Et elle l'avait fait comme une véritable reine, même si elle ne l'était pas. Ces scandales se prolongèrent longtemps après sa mort, et apparemment, cela coule dans ses gènes. Les deux épouses du prince Charles, la princesse Diana et son ancienne maîtresse Camilla, duchesse de Cornouailles, sont ses descendantes. Il existe de nombreux portraits de Louise, mais un seul est aussi troublant. En 1682, Pierre Mignard peignit la duchesse assise, vêtue de manière majestueuse dans un fauteuil, tandis qu'un enfant noir lui présentait des perles et des coraux. Cela symbolisait la richesse et le pouvoir de sa position, et mettait en valeur la blancheur de sa peau par rapport à celle de l'enfant. Aïe! Le poète français, Charles Robigny, se souvenait de Louise comme étant aussi douce qu'elle était belle. Elle avait des cheveux et des yeux sombres, et apparemment un style de parole mélancolique, mais élégant. La Louise au visage poupin était peut-être aussi une intellectuelle dans l'âme. À l'époque, le roi Charles était obsédé par le problème de la longitude. S'inquiétant de la manière dont les marins pouvaient naviguer en mer, alors que personne n'avait encore trouvé comment mesurer la longitude, Louise s'intéressa à ce casse-tête et présenta même à Charles un scientifique français qui pensait avoir résolu le problème. Il s'avéra qu'il n'avait pas résolu le problème, mais cette introduction changea l'état de la science britannique. Cet événement incita Charles à construire l'Observatoire royal de Greenwich, révolutionnaire. Vers la fin de la vie de Charles, lui et Louise partageaient un sombre secret derrière les portes de la chambre. Le roi vieillissant avait des problèmes de performance et ne pouvait souvent pas satisfaire pleinement sa jeune maîtresse. C'était une situation assez embarrassante, mais il ne fallut pas longtemps pour que des rumeurs encore pires commencent à circuler dans le palais. Pendant ce temps, la Louise agitée aurait commencé à se rapprocher du séduisant Philippe de Vendôme,
grand prieur de France. Charles n'était jamais un adepte de la monogamie, mais il n'avait jamais voulu que ses maîtresses exercent les mêmes libertés. À moitié fou de jalousie, le roi aurait marché droit vers Philippe et lui aurait ordonné de quitter l'Angleterre. Le duc, satisfait de lui-même et de son pouvoir, refusa. Finalement, le roi Louis XIV lui-même dut intervenir et ramener son sujet rebelle en France pour éviter une situation délicate. Louise mena une vie opulente de courtisane pendant son séjour en Angleterre, mais certains disent qu'il y avait une raison plus sombre à sa présence. Selon les rumeurs de l'époque, le roi de France l'avait choisi comme agent double, sachant que sa beauté était parfaite pour ensorceler Charles. Bien que de nombreux historiens qualifient cela de préjugé, des preuves troublantes suggèrent le contraire. Que le roi l'ait choisi ou non, des membres de la cour française utilisèrent Louise comme espionne pour leur cause. L'ambassadeur français, Colbert de Croatie, agissait comme son intermédiaire de facto dans des opérations secrètes, souhaitant qu'elle continue d'envoûter Charles pour le bien du roi et du pays. Et était-elle payée pour faire avancer les intérêts de son roi français? Eh bien, lorsque les historiens examinèrent les archives royales de l'époque où Louise était maîtresse, ils trouvèrent une entrée scandaleuse. Une année, le roi Louis lui offrit une paire de boucles d'oreilles valant la somme exorbitante de 18 000 livres. Une somme folle, même pour un monarque. En fin de compte, Louise de Caroal réussit à conserver le titre de maîtresse royale numéro 1 jusqu'à la fin de la vie du roi Charles II. Ce qui n'était pas une mince affaire. Des théories du complot aux querelles de femmes, la sereine Louise avait vraiment tout vu. Et elle l'avait fait sans verser une goutte de sueur sur son front poupin.